tout autre univers, on va s'intéresser aux grains de sable et à la formation des dunes avec l'intervenant suivant. Il s'appelle Philippe Claudin, chercheur au CNRS. Il mène ses recherches au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes de l'ESPCI. L'ESPCI, c'est une école à Paris. Le titre de sa présentation, Transport de grains et formation des dunes. Philippe Claudin, si l'ordinateur est en route, c'est à vous. Voilà, ça a l'air de marcher. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, moi je suis plutôt physicien que mathématicien, même si c'est la maison des mathématiques ici. Et donc je travaille, disons, une partie de mes activités au moins sont à l'interface entre, on peut dire, la physique, la mécanique des fluides et puis aussi les géosciences. Et donc c'est précisément ça que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Pour moi, le mouvement, c'est plutôt le mouvement des petits grains dans un fluide. Alors, dans la nature, on trouve un tas de formes sédimentaires, donc des dunes, des rides, des méandres, des barres alternées. Il y a différents exemples ici sur ces photos. On en trouve dans les déserts, on en trouve dans les rivières. Ces dunes ou ces rides ont plusieurs formes en fonction de la direction des vents qui soufflent. Et puis, on n'en trouve pas uniquement sur Terre, on en trouve aussi sur Mars. On trouve, c'est pas forcément du sable, ça peut être aussi des petits flocons de neige quand il fait suffisamment froid. Donc, je disais, on trouve des dunes sur Mars, on en trouve sur Titan, sur Pluton, sur Vénus. Donc, pour un physicien, c'est un jeu très intéressant de voir tous ces mondes différents avec des paramètres physiques qui prennent des valeurs différentes, des environnements différents, et regarder ce qu'il y a d'universel dans la formation de ces objets, parce que pour faire des rides ou des dunes, en fait, il ne faut pas grand-chose, il suffit de deux choses. Il faut donc des petits grains, et puis il faut un fluide qui transporte ces grains, et à peu près à tous les coups, on obtient des rides ou des dunes. Donc c'est ça dont je voudrais vous parler rapidement là, cet après-midi. Donc d'abord, je vais vous parler un petit peu de transport de grains sans les rides et les dunes, et puis ensuite, plus précisément, la raison pour laquelle se forment ces rides et ces dunes. Donc d'abord, deux petites simulations numériques qu'on a fait. Donc là, c'est purement du 2D, mais au moins pour certains problèmes physiques, le 2D suffit à capturer l'essentiel de la physique. C'est pas toujours le cas, en fait. Et donc là, vous voyez que ce sont deux simulations numériques où il y a un fluide qu'on ne voit pas. Le fluide va de gauche à droite. Et puis, il y a ces petits grains en rouge. Et la seule chose, c'est donc tout est pareil, sauf le rapport de densité entre le fluide et les grains. En haut, c'est ce que j'appelle l'eau, où les grains sont à peine plus lourds d'un facteur 2 que le fluide qui les transporte. Et puis en bas, ce que j'appelle l'air, donc où là, c'est plutôt que 2000, le rapport de densité. Donc le fluide qui transporte est bien plus léger que les grains, et vous voyez des choses différentes. Donc dans le cas du haut, les grains restent à la surface du lit granulaire, et ça s'appelle plutôt du charriage, alors qu'en dessous, les grains font des grands sauts, et ça s'appelle plutôt la saltation. Donc en deux mots, je ne vais pas montrer beaucoup d'équations, mais comment marche ce modèle? Eh bien, on fait quelque chose d'un petit peu bizarre. On résout le mouvement de chaque grain individuellement, c'est-à-dire que pour chaque grain, on regarde la somme des forces qui s'exercent. Donc il y a une force qui vient du fluide, et puis il y a la force qui sont les contacts entre les grains, que j'ai essayé de schématiser ici. Et puis pour le fluide, au contraire, je décris les choses de manière continue. Je décris le champ des vitesses ou le champ de pression, mais pas les petites molécules d'eau indépendamment. Et puis ces deux choses-là, le fluide d'une part et les grains, sont couplés. Donc c'est-à-dire que non seulement le fluide exerce une force sur les grains, mais le grain, si le fluide accélère les grains, et ben le grain ralentit le fluide. Et donc les deux choses sont couplées, et c'est ça qui permet de décrire assez bien, au moins qualitativement, le transport des grains. Alors il y a plusieurs paramètres dans ce modèle, en particulier donc le rapport entre la densité des grains et des fluides, et puis aussi ce que j'ai appelé le nombre de Shields, c'est-à-dire en gros la force
la force du grain. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mesurer le flux de sable, ce que j'appelle donc c'est le nombre de grains qui passent dans cette surface verticale. Et puis, on peut mesurer le nombre de grains, c'est le graphe de gauche, le nombre de grains qui bougent en fonction de la force de l'écoulement, ou la vitesse de ces grains, c'est le graphe de droite. Et on voit des différences entre le cas aquatite et le cas éolien, même si je ne vais pas rentrer là dans les détails. Avec ces simulations numériques, on peut aussi obtenir des rides. Donc là, ce sont des rides éoliennes qui sont liées à l'impact des grains sur le sol. Et voilà, c'est à peu près c'est en fait exactement même le même modèle qui tourne. Mais cette fois-ci, si on le fait tourner longtemps, eh bien, on obtient ces bosses. On part d'un lit plat et ces bosses se forment naturellement. Ces rides éoliennes, elles ont un intérêt intéressant, c'est que donc, ce qui a été montré par des expériences, c'est que on peut mesurer ce que j'appelle leur longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre une ride et la suivante. Et puis, ces rides aussi, elles avancent dans la direction du vent, et je peux aussi mesurer leur vitesse. Et il se trouve que le produit des deux est proportionnel au flux de grains qui est transporté. Donc, je peux utiliser, si je prends 2 photos de ces rides, je peux mesurer leur taille typique, je peux mesurer la vitesse avec laquelle elles se propagent. Le produit des deux me donne le flux moyenné à l'échelle de la formation de ces rides. Et ça a été, on a calibré ça à la fois avec des mesures sur le terrain, comme vous voyez sur la droite, et puis à la fois avec des mesures en soufflerie, mais on pourrait imaginer les utiliser pour aller mesurer le flux dans les endroits inaccessibles, parce qu'avec 2 photos, c'est pas la peine d'aller mettre un vrai mesureur de transport de grains. Juste avec des photos, ça devrait marcher. Une autre chose importante pour ce qui va suivre dans un instant, c'est la formation des dunes, c'est que ce transport de grains a des échelles caractéristiques, en particulier une échelle de longueur très importante que j'appelle la longueur de saturation. C'est la longueur sur laquelle le flux de grains répond à une perturbation. Donc imaginez, regardez sur le schéma en haut à droite, l'expérience qu'on a faite en soufflerie. Là, c'est plus des simulations numériques, c'est des expériences en soufflerie. Donc il y a du vent qui s'écoule de gauche à droite, et le vent, donc sur la partie gauche, c'est un sol qui n'est pas érodable, et ça, on arrive sur un lit de sable qui est symbolisé avec ces petits grains. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien là-haut. Et donc, je mesure le flux, et le flux n'est pas immédiatement la valeur d'équilibre pour ce vent donné. Le flux de sable met une certaine distance pour s'équilibrer avec le vent. Et ça se fait sur une certaine longueur, et c'est cette longueur qu'on a caractérisé. C'est une longueur, typiquement dans ces souffleries, c'est une longueur de l'ordre du mètre, un peu plus petit, 70 cm ou 80 cm, ça dépend un petit peu de la taille des grains. Et dans un instant, je vais vous dire que c'est cette longueur qui donne l'échelle de la formation de ces dunes. Alors pourquoi est-ce que si maintenant on imagine qu'on prend un sol complètement plat et qu'on laisse le vent ou l'eau ou n'importe quel fluide s'écouler suffisamment longtemps, donc on voit apparaître spontanément des ondulations qui vont à la fin donner des dunes. Alors pourquoi ça? Alors c'est ce qu'on appelle une situation, s'il y a un motif qui arrive à émerger naturellement, on appelle ça une situation d'instabilité, c'est-à-dire s'il y a une bosse qui apparaît, cette bosse croît spontanément. L'apparition de cette bosse est auto-amplifiée. Et donc ça marche. Je peux avoir une bosse qui s'auto-amplifie si la zone de dépôt de grains, si le sommet de la bosse est dans la zone de dépôt. Or, cette zone si je regarde le flux de sable sur le long du lit, eh bien, c'est l'endroit où le flux est maximum qui sépare la zone d'érosion en amont et la zone de dépôt en aval. Si le flux augmente, je dois bien prendre des grains quelque part, et donc je suis bien dans la zone d'érosion, et vice-versa. Et ce décalage entre la bosse et le flux a 2 contributions, celle du transport dont j'ai parlé dans un instant, et une autre issue de la mécanique des fluides que je vous montre ici. Et donc là, ce qu'on a fait, là maintenant, c'est des mesures que j'ai faites au Maroc sur une dune. Et donc vous voyez la photo, c'est une dune assez plate, quelque chose qui fait à peu près une 30 ou 40 mètres de long dans le sens d'écoulement du vent, et puis seulement 2 mètres d'amplitude. Et on a mesuré la vitesse du vent avec les anémomètres que vous voyez sur la photo.
On a mesuré la vitesse du vent tout près du sol, et ce qu'on voit, c'est que la vitesse est maximum avant le sommet de la bosse. Et ça, c'est un effet hydrodynamique, on peut dire, qui est lié à, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est lié à l'inertie du fluide, au mélange, voilà, à la turbulence. Et c'est ça qui est à l'origine de l'instabilité, la force qu'exerce le fluide sur les grains est maximum avant d'arriver au sommet, de sorte que on commence la zone de dépôt sur le sommet de la bosse, et c'est ça qui fait l'instabilité. Si on met les choses ensemble, on peut voir que ce qui donne l'échelle de la formation de ces dunes, c'est cette longueur de saturation, c'est l'échelle à laquelle répond le fluide, et c'est ça qui donne l'échelle, mais ce qui est à l'origine de l'instabilité, c'est cet effet hydrodynamique. Et donc, ce qu'on a montré, qu'en première approximation, en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en première approximation, donc ce qui donne cette échelle, c'est en gros cette longueur de saturation dont on peut montrer qu'elle est en gros proportionnelle au rapport de densité entre le fluide et le grain. Donc plus le fluide est dense et plus il transporte facilement les grains, et plus cette longueur de réponse, cette longueur de saturation est petite. Et c'est pour ça que sous l'eau, les rides sont petites, parce que l'eau est dense et transporte facilement les grains. Sur Mars, au contraire, l'atmosphère est très diluée et les dunes sont beaucoup plus grandes. Alors je voudrais finir encore dans les quelques minutes que j'ai sur un autre endroit assez exotique où on a trouvé des rides. C'est la comète Churyumov-Gerasimenko, qui s'appelle aussi 67P de son petit nom, ou Chury. Et donc cette comète, elle est devenue célèbre parce que la sonde de l'Agence spatiale européenne Rosetta s'est mise en orbite, et du coup on a des photos de haute résolution de la surface. Et il y a même un petit atterrisseur Philae qui s'est posé avec plus ou moins de bonheur sur la comète. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu cette image qui, quand moi je l'ai vue, a fait tilt dans ma tête. C'est une photo qui ressemble, vous voyez, à des espèces de rides ou de dunes. Enfin, je pense que ce sont plutôt on pourrait plutôt les mettre dans la catégorie des rides, même si la différence est un peu subtile. Comment c'est possible d'avoir des rides ? Je disais tout à l'heure qu'il faut un vent et qu'il faut pouvoir transporter des grains. Or, sur une comète, s'il y a une espèce de vent, on imagine plutôt un vent perpendiculaire au sol. Quand la comète s'approche du Soleil, il y a la glace qui est sur cette comète passe en vapeur. Et puis, donc, c'est plutôt un vent qui s'éloigne de la comète plutôt qu'un vent le long du sol qui est nécessaire pour transporter les grains. Alors, ce qu'on a pu voir avec ces photos, c'est que en fait, ces rides, il n'y en a pas uniquement sur cet endroit très particulier, il y en a à différents endroits de la surface, et puis ce sont des rides actives dans le sens où il y a eu des photos qui ont été prises à deux moments différents, juste un peu avant et juste après le périhélie, et on voit que ces rides ont bougé. Donc c'est pas un objet géologique qui s'est formé il y a des millions d'années, qu'on aurait pris là par photo, et donc on peut expliquer en disant il faut, avec les conditions actuelles sur la comète, on devrait être capable, et c'est ce qu'on a fait, d'expliquer la formation de ces rides. Alors, donc, comme je disais, il y a eu ce petit atterrisseur qui a pris des photos du sol. Il y a aussi la sonde Rosetta elle-même qui a été, à la fin de sa mission, qui a été envoyée sur le sol de la comète. Donc, on a deux photos du sol de la comète qui montrent qu'en surface, il y a des grains de l'ordre du centimètre qui sont présents. Et ce qu'on a pu calculer, c'est que le centimètre, c'est justement la taille à peu près optimum pour être transporté. Si les grains sont beaucoup plus gros, à ce moment-là, ils commencent à devenir un petit peu lourds pour être transportés. Et puis, s'ils sont plus petits que le centimètre, eh bien, ils se mettent à coller entre eux. Et donc, du coup, le centimètre, il se trouve que c'est à peu près la taille qui bouge le plus facilement. Et donc, si ces grains, comment est-ce qu'il peut y avoir un vent le long de la surface qui peut transporter ces grains centimétriques? Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a en fait une espèce de vent thermique qui va de la face au Soleil
sur la face sombre. On parlait de Star Wars tout à l'heure, j'en profite. Et donc, comme la glace passe à l'état vapeur uniquement du côté où il y a le soleil, de l'autre côté, il n'y a presque rien. Et donc, il y a une partie de cette vapeur qui va le long, qui va du jour vers la nuit. Et ça fait un vent qui est en fait suffisant pour transporter ces grains. Pour ceux qui connaissent donc le Petit Prince, c'est à peu près ça qui se passe. Vous voyez donc sur cette, là c'est pas 67P, c'est B612, mais donc ce Petit Prince qui était si mélancolique, qui bougeait sa chaise pour voir toujours le coucher de soleil, lui il était justement exactement à l'interface entre le jour et la nuit sur sa petite planète. Et vous voyez donc il a son écharpe comme ça qui vole, c'est ce vent thermique qui va du jour vers la nuit. Saint-Exupéry l'avait trouvé avant nous. Et donc, il y a donc un petit coup de soufflette du jour vers la nuit le matin, un petit coup de soufflette l'après-midi. Et il se trouve que quand on essaie de mettre tous les nombres ensemble dans ce modèle mathématique qu'on a développé, on voit que le coup de soufflette de l'après-midi est suffisant pour transporter ces grains. Et donc, si on transporte des grains, à ce moment-là, c'est la même machine qui se met en route et on a bien des rides à la surface de cette comète. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci Philippe Claudin. C'est sympa de finir sur cette image du Petit Prince. C'est vrai que ça manque pas de poésie, votre sujet d'étude. Puis on se dit, c'est formidable le métier que vous faites. Vous allez jusqu'au Maroc pour regarder les dunes se former, les dunes évoluer. Vous avez beaucoup voyagé comme ça pour aller regarder le sable sur le terrain ? Alors j'ai beaucoup voyagé, disons, si je regarde en pourcentage de temps, c'est finalement pas beaucoup, hélas, peut-être. Donc j'ai fait plusieurs missions de terrain au Maroc, effectivement. Je suis allé aussi quelques fois en Chine, où il y a un autre endroit. Il se trouve qu'en Chine, avec des collègues, il y a un endroit où on a pu aplatir quelques hectares de désert pour pouvoir vraiment partir les dunes de zéro, une espèce d'expérience sur le terrain. Enfin, c'est pas moi qui ai principalement dirigé ça, mais en tout cas j'ai participé un petit peu de loin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller sur le terrain pour avoir une meilleure intuition de ces rides et de ces dunes, pour pouvoir ensuite mieux les modéliser, mieux les conceptualiser. C'est important de les voir en vrai. Et alors, sans rentrer dans les équations, mais concrètement, quand on aplanit comme ça plusieurs hectares de désert, combien de temps pour retrouver le paysage initial avec les dunes ? Alors, ça fait partie des choses qui ont été étudiées. Donc ça, c'est plutôt mon collègue Clément Narteau à l'Institut de physique du globe qui dirige ça. Et donc, c'est sur des échelles de quelques années qu'on voit se reformer le motif initial de Dune. Alors ça vous emmène très loin, on l'a vu jusque sur la comète Churyumov-Gerasimenko. C'était une surprise de voir ces petites ridules. Vous avez dit, c'est pas vraiment des dunes, c'est plutôt des petites rides. Oui. C'était une surprise. Nous, on s'y attendait pas du tout. Enfin, disons, on a vu passer ces images. Disons, maintenant, à chaque fois qu'on voit quand il y a une mission spatiale, on guette s'il n'y a pas une image intéressante sur laquelle on verrait quelque chose qui ressemble à des rides ou des dunes. Donc c'était effectivement une surprise parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un vent le long de la surface et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des grains qui soient disponibles au transport. Cette espèce d'atmosphère transitoire est tellement ténue qu'on s'attendait à ce que ce ne soit pas possible de transporter des grains, même sur cette comète où la gravité est extrêmement faible. Y a-t-il des questions sur le sable, les dunes ? Peut-être que ça vous rappelle certaines vacances. Monsieur, j'arrive jusqu'à vous. Merci. Je voulais savoir si les modèles que vous avez peuvent aider les pays qui sont menacés par les avancées des déserts à régler un peu à éviter ce problème ou à le prévenir et à réagir en conséquence. Oui, alors c'est effectivement, l'ensablement, c'est un problème dans pas mal de pays. Donc moi, je ne m'intéresse pas directement à ces problèmes d'ensablement, mais effectivement, développer les modèles de transport, ça peut aider à mieux quantifier la quantité de sable transportée par le vent, et une partie de cette communauté des gens qui travaillent sur le transport de grains essaye de développer des barrières ou différentes choses efficaces pour arrêter les grains. Et en particulier, il y a pas mal de gens en ce moment qui travaillent sur l'interaction entre la végétation et le transport, qui est une des manières assez efficaces d'arrêter le transport.
Y a-t-il des questions autour de moi pendant que je suis par ici? N'hésitez pas à vous manifester. Je suis sûr qu'il y en a une qui n'ose pas vous poser, alors je vais me dévouer. Si ça ne sert pas au désensablement, ça sert à quoi quand on est chercheur de travailler sur les grains de sable et sur la formation des dunes? À quoi ça sert? Donc, à quoi sert la recherche? Donc, Vous avez le droit de me répondre juste à comprendre, à en savoir un peu plus. Donc, effectivement, en tout cas, pour ma part, ma recherche, donc mes sujets d'études sont principalement liés à la curiosité, l'envie de comprendre le monde qui nous entoure, savoir lire un paysage. Ça n'a certainement pas, de ce point de vue-là, d'application, disons, technologique ou technique directe. C'est plutôt de la même manière que quand on regarde les étoiles ou quand on regarde simplement les formes naturelles qui nous entourent. On aime les comprendre, disons. Savoir lire un paysage, ça veut dire qu'en regardant un paysage, on peut en déduire ce qui s'est passé, on peut en déduire l'histoire de la planète. Alors, donc l'histoire de la planète, c'est peut-être un tout petit peu trop, mais en tous les cas, effectivement, on peut... donc disons, on essaye en tous les cas de se dire, si je prends telle ou telle photo, et si sur une photo je vois tel ou tel motif, si je vois des dunes avec telle ou telle taille, à ce moment-là, ça contraint. Ça veut dire qu'il y a un vent qui va dans telle ou telle direction, ça veut dire que ce vent il a telle ou telle force. Donc avec des photos de rides ou de dunes, si on a une bonne compréhension de ces objets, on peut contraindre les modèles atmosphériques, par exemple les modèles de circulation atmosphérique. Donc il y a en tous les cas une interaction avec les autres champs de recherche. Voilà. Alors, je vais vous poser une dernière question, mais j'invite l'intervenant suivant, Emmanuel Trella, à venir installer son ordinateur pour qu'on ne perde pas de temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me faire un signe, je vous apporte le micro. Moi, je m'en posais une sur la dune du Pilat, qui est la plus grande dune d'Europe. Hein. C'est en France, c'est pas loin d'Arcachon. Qu'est-ce qui explique scientifiquement qu'à cet endroit, on a une dune si gigantesque? Donc c'est une dune côtière, des dunes côtières. À la vérité, il y en a un petit peu partout où il y a des côtes. Disons, la côte, c'est vraiment l'endroit où on a à la fois des grains qui viennent de la plage et puis du vent, parce qu'il y a toujours un vent, une brise marine avec la différence de température entre l'océan et la côte. Donc c'est un endroit où il y a des dunes à peu près partout. Beaucoup de ces dunes ont été stabilisées par la végétation parce que s'il pleut suffisamment. Donc pourquoi est-ce que dans cet endroit-là précisément le sable s'est vraiment accumulé? Je ne saurais pas vraiment répondre précisément, mais si on regarde les photos Google Earth de cette région, on voit qu'en fait à côté de la dune du Pilat, il y a plein d'autres dunes sur lesquelles maintenant il y a des pins et plein d'autres choses. En fait, c'est plutôt un champ de dunes qu'il y avait là. Celle-là est la seule qui peut être suffisamment grande pour résister aux plantations en tout genre. En tous les cas, il faut plutôt imaginer que naturellement, c'est un champ de dunes qu'il y a dans cet endroit, comme à peu près tout le long de la côte. Approchez-vous un peu, hein, ne vous cachez pas, rapprochez-vous de moi, vous ne vous cachez pas derrière les installations. C'est vrai que le sable, c'est un sujet fascinant pour les chercheurs, et pas uniquement sur la formation des dunes. Il y a un autre phénomène qui les a pendant longtemps questionnés. C'est un phénomène qu'on appelle le chant des dunes. C'est-à-dire, alors, ça ne se produit pas partout, mais certaines dunes chantent. Expliquez-nous un peu ce drôle de phénomène. Alors, je ne saurais pas l'expliquer très précisément. Je me suis déjà amusé sur des dunes qui chantent, donc au Maroc en particulier, à l'endroit où je suis allé. Donc, pas exactement cette photo-là qui est près de Merzouga, mais plutôt quand on va vers du côté de La Aïoun, dans la partie du Sahara occidental, Sahara Atlantique, pardon. Donc là, il y a des dunes qui chantent. Donc il faut qu'il fasse suffisamment chaud et sec. Si c'est encore un petit peu humide, donc au printemps ça marche pas trop, mais en plein été, quand il fait bien chaud, en fin de matinée ou dans l'après-midi, à ce moment-là, si on déclenche des avalanches, quand on déclenche des avalanches sur la face aval des dunes, quand l'avalanche s'écoule, ça fait une espèce de gros son, du genre comme ça, ouais. Assez fort, c'est très impressionnant. Donc c'est encore plus ou moins un sujet de recherche actuel. Ouais. Donc j'ai un collègue, Bruno Andréotti, qui travaille là-dessus. Je ne saurais pas vous expliquer, certainement pas en 2 mots, la théorie. En tout cas, encore un sujet poétique que celui du chant des dunes. Un grand merci à vous, Philippe Claudin. Vous pouvez l'applaudir.